Et oui, le gouvernement qui envisage des mesures ciblées pour soulager les consommateurs, mais aussi les entreprises, pour faire face à cette hausse des prix de l'énergie au sens large, électricité, gaz ou encore carburant. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. On a le prix à la pompe qui dépasse les 2 € dans beaucoup de stations à essence. Là, on se dit que peut faire le gouvernement parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont possibles. C'est ce que nous dit la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui dit vouloir protéger les Français. Ce matin, c'est carrément Bruno Le Maire qui nous a dit en gros la facture pour l'État. Alors là, je crois que c'est au-delà de l'essence. Il nous a parlé d'une facture sur BFM TV de 22 milliards pour cette année, en mesure de soutien au pouvoir d'achat pour l'énergie au sens large. Il mettait pour le coup 10 milliards sur le gaz, 8 milliards sur l'électricité. Je me disais que ça ne laissait pas grand-chose sur l'essence. Mais il reste, c'était le chèque inflation. Et les 4 milliards de chèque inflation. Donc on est à 22 milliards. On est à 22 milliards. Mais où est, moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est les déjà mesures. passé. Ça, c'est les mesures qui ont été déjà réalisées, qui ont un impact sur 2022. Ah, pourquoi il nous reparle de ces mesures-là ? Pour montrer que le gouvernement a fait un geste déjà important au soutien du pouvoir d'achat des Français, par des mécanismes de compensation, soit par l'indemnité inflation, soit par le gel des prix. Entre-temps, le pétrole était à 80-90 $. Voilà, maintenant, on est entre 120 et 130. Là, voilà. Donc ça a permis d'éponger un premier choc, mais le problème, c'est qu'on n'était pas... C'était pas dans un scénario avec la guerre en Ukraine et la flambée qu'on a sur l'énergie actuelle. Quoi. Donc on n'a rien appris ce matin avec Bruno Le Maire, finalement. Il nous a... Non, je pense que c'est aussi de la politique. C'est de dire, voilà, le gouvernement a fait des choses et on lui a même reproché de sortir le chèque de l'État français, a fait des choses assez significatives, mais dans un monde dans lequel on pensait que cette hausse des prix de l'énergie était transitoire. C'est-à-dire qu'on avait un pic des prix de l'énergie, mais qui n'était pas censé durer. Et c'était avant la crise ukrainienne. Et pas à ce niveau-là. Et pas à ce niveau-là, c'est-à-dire avec une envolée des prix du baril et du gaz, mais qui était liée aussi à d'autres facteurs. Là, la guerre en Ukraine change complètement et modifie totalement les choses. Et on voit qu'on est sur des, c'est ce que vous disiez en introduction, sur des prix du baril qui atteignent des niveaux historiques, avec une rapidité qui est déconcertante. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Parce que Bruno Le Maire nous dit en gros, pas de quoi qu'il en coûte. Bah oui. Donc là, on se dit, mais quelles sont les marges ? Donc, quels sont les dispositifs qui sont... possible, encore une fois, quand il n'y a pas de quoi qu'il en coûte. Je pensais à cette proposition d'Éric Zemmour d'hier soir, lors de son meeting, je crois que c'était à Toulon. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit je bloquerai le prix de l'essence à 1,80 € le litre, pour revenir au niveau pré-crise. Qu'est-ce que ça coûterait combien de faire ça ? Alors, tout va dépendre de où on se situe. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que baisser de 1 centime le prix de l'essence à la pompe, ça coûte à peu près 500 millions d'euros par an à l'État. Donc 10 centimes, si vous 5 imaginez milliards, que vous êtes à 10 centimes, 5 milliards, 20 centimes, puisqu'on est 2 € à 80. Vous avez 10 milliards permanents. Ça va Alors, ça va. C'est 10 milliards en régime de croisière pour revenir à 1,80 €. Ça fait une facture quand même qui est très significative. Vous faites, avec 10 milliards, vous pouvez aussi accélérer l'investissement dans la transition énergétique. Vous pouvez avoir une production, y compris de centrales nucléaires, on voit que c'est le plan du gouvernement. C'est quand même très très conséquent. Le problème, c'est que plus le prix du pétrole va augmenter, plus la facture du prix à la pompe va aussi s'accroître. Donc c'est-à-dire que vous avez un financement permanent qui serait extrêmement élevé, avec un autre problème, c'est que vous n'avez pas forcément ciblé les bons ménages. C'est-à-dire que vous enlevez, on met un prix à la pompe qui serait à 1,80 €. Ça veut dire le maintenir totalement constant. C'est aussi le fait que vous financez plutôt des ménages qui vont utiliser plus leur voiture que d'autres. En tout cas, c'est une mesure de blocage des prix, mais qui peut être extrêmement coûteuse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Encore une fois, quels sont tous les dispositifs, encore une fois, qui existent ? Parce que plus ça touche de monde, plus c'est coûteux. Donc mieux vaut des mesures ciblées sur ceux qui roulent beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire sachant qu'il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte ? Est-ce qu'il a dit encore une fois ? Il a dit, oui, je crois qu'il a parlé du quoi qu'il arrive. Et puis du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. Donc on voit bien qu'il y a des mesures qui peuvent être spécifiques à certains secteurs. Les secteurs, par exemple, des exploitations agricoles. Mais là, on parle des entreprises. On va pour les entreprises. D'accord, pour les ménages. Sur les ménages, d'abord les ménages. Sur les ménages, la réalité, c'est que vous avez très peu de marge de manœuvre. Donc soit vous faites effectivement une forme de blocage des prix en baissant les taxes, mais donc ça veut dire que vous avez... Il y a 60% de taxes, encore une fois, sur les voilà. Donc vous pouvez baisser la TICPE pour compenser la hausse du prix hors taxe. Sauf que plus le prix du baril va être élevé, plus le coût de compensation va être important. Et donc ça veut dire, à la fin, comment vous faites ? Est-ce que vous le financez
par des nouvelles augmentations d'impôts, par certaines réductions de dépenses. Et quel est le plancher que vous donnez? Par exemple, vous pouvez dire 1,80 €, mais plus vous allez... Imaginons, je sais que vous allez parler de cette discussion-là, d'un prix du baril de pétrole à 200 $. Alors à ce moment-là, le coût de la compensation sera bien nettement supérieur aux 10 milliards par an. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait refaire son chèque inflation, le gouvernement, qui devra être plus conséquent qu'un pétrole qui est à 120 ou 130 $ le baril. On voit qu'il y a cette possibilité de refaire un chèque inflation, mais avec les difficultés que ça pose, c'est que le chèque inflation cible de façon indifférente des ménages qui ont une voiture ou pas une voiture. C'est juste une condition de salaire ou de revenu en tout cas, quelle que soit la structure du foyer familial. On a vu que les problématiques que ça pouvait poser, c'est-à-dire que certains ménages de couples retraités qui vivent dans un centre-ville, qui n'ont pas de voiture, qui ont moins de 2 000 € de retraite, moins de 2 000 € de retraite, pouvaient toucher 2 fois le chèque inflation. Alors qu'une femme seule, avec 3 enfants, qui a plus de 2 000 € de salaire, 2 100 €, ne touchait pas ce chèque inflation. Donc ça pose ce problème-là. Donc c'est vrai que les modalités très rapides d'intervention, c'est de jouer sur la compensation avec des baisses de taxes, mais ça coûte très cher à l'État. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, pardon? Mais il n'y a que ça. Enfin, je veux dire, ou alors vous avez soit des mesures structurelles d'accompagnement, de façon à dire globalement, je compense des ménages qui vont être plus dans des situations difficiles, mais c'est-à-dire il faut être capable de les cibler, donc ça prend du temps. Vous ne le faites pas du jour au lendemain. Ou alors vous mettez en place des financements au renouvellement de certains véhicules pour que vous achetiez des véhicules qui consomment moins d'énergie. Mais à court terme, le seul truc, c'est effectivement sortir le chéquier et compenser cette hausse des prix. C'est vraiment hors de portée, ce blocage à 1,80 € du litre, 10 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, oui, c'est beaucoup, 10 milliards d'euros, on peut faire plein de choses avec, mais... C'est 10 milliards par an. C'est-à-dire... ça ne durera pas un an. Je ne sais pas. Qui peut dire l'évolution des prix du pétrole sur une année entière. Donc oui, c'est une solution, mais une fois de plus, qui est assez... vous êtes quand même confronté à ce problème-là, c'est que baisser les taxes, vous quand même financez ceux qui vont utiliser le plus leur véhicule ou qui ont des gros modèles qui consomment le plus, versus des personnes qui vont plutôt faire attention à ne pas trop prendre leur voiture, qui ont des petits modèles, etc. Donc vous avez aussi ce problème-là qui est toujours de réconcilier la question du pouvoir d'achat avec la question de la transition énergétique. C'est-à-dire, si vous baissez ces prix du pétrole, vous allez plutôt aider des ménages qui sont peut-être plus aisés. Donc ça vous coûte très cher et c'est peut-être assez peu efficace. Mais c'est vrai que c'est une réponse immédiate à la crise actuelle. Bon, ce plan de résilience, il sera annoncé a priori dans les prochains jours par Jean Castex, le Premier ministre. Il concernera aussi donc les entreprises, on imagine bien dans l'industrie, enfin tous celles et ceux qui sont gourmands, dans l'industrie qui est gourmande en énergie. Il y a aussi beaucoup de professionnels, on pense aux artisans, les routiers, les pêcheurs, enfin et d'autres. Donc il y aura aussi une aide de ce point de vue-là. C'est un peu flou encore. On attend parce que je ne suis pas sûr que les choses soient extrêmement claires aussi du côté du gouvernement, parce qu'il y a la question de l'enveloppe budgétaire, de combien l'État est prêt à débourser pour aider ces secteurs-là et quelles sont les modalités. On voit qu'il y a aujourd'hui des exonérations de taxes sur certains gazoles non routiers, par exemple, on le voit dans l'agriculture ou pour les pêcheurs, donc il y a déjà des aides qui existent. Donc c'est quoi faire avoir un cran supplémentaire? Et puis on voit qu'il y a eu aussi la possibilité pour les indépendants d'augmenter la déduction en fait liée à la consommation d'énergie à travers l'abattement en fait que vous réalisez dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Qui faisait, vous avez une déduction, quand vous êtes au réel, au frais réel, vous avez une déduction qui a été augmentée. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des mesures qui ont été faites, qui sont peut-être un peu plus ciblées. Après, se pose la question effectivement des secteurs plus énergivores, qui voient leur coût de production augmenter. Mais il faut avoir ça en tête, c'est que les effets d'une hausse du prix du baril de pétrole, par exemple de 10 $, à terme, c'est à peu près 0,2 points de croissance en moins. Donc si vous faites 50 $, vous avez déjà 1 point de croissance en moins et c'est à peu près 0,4% d'inflation en plus. Attendez, 50 $, on va bientôt y être sans aucun problème. C'est-à-dire que si vous regardez un scénario de référence qui était de 60 $ en fait il y a un an à peu près, du prix du baril de pétrole. Non, mais je pense à la croissance française, on avait prévu un 4% moins pour 2022, aujourd'hui avec un pétrole qui est durablement entre 120 et 140 $ cette année. Vous regardez, c'est-à-dire que vous avez à peu près, si le scénario de référence était plutôt à 65 $, ce qu'on avait avant la crise, c'était à peu près des scénarios de 70 $, vous augmentez de 60 $ votre scénario, vous avez à peu près 1 point de croissance en moins. Donc on sera sous 3% de croissance cette année. En permanence, si jamais on est à 120 $, et c'est sur un régime permanent, alors ça met un peu de temps à avoir des effets, mais si vous regardez ça, ça fait à peu près plus de 2% d'inflation supplémentaire aussi.
on est sur un scénario qui serait avec 2% d'inflation supplémentaire par rapport au scénario central. Donc on serait au-delà de 5. Donc on pourrait avoir quelque chose qui soit extrêmement élevé. Donc on est, et quand vous regardez la facture énergétique que ça représente, ça peut être de l'ordre de 30 milliards d'euros supplémentaires de facture énergétique. Un pétrole qui est durablement à 120-150 $, on peut retourner en récession? Non, alors je ne crois pas. Je pense qu'après, il y a des facteurs d'incertitude qui peuvent s'accumuler. C'est-à-dire que là, on regarde juste la question énergétique, parce que cette crise, cette guerre, en tout cas d'un point de vue des conséquences économiques, passe quand même beaucoup par l'énergie, en réalité, sur les prix. Alors il y a d'autres cours des matières premières, comme le blé, par exemple, mais il y a aussi toute l'incertitude que ça génère. Toute l'incertitude sur l'investissement, sur la consommation, sur les marchés financiers, on le voit bien aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quelle est l'issue de cette guerre-là. Et donc c'est vrai que pour le moment, c'est surtout par les prix de l'énergie. La récession, elle pourrait arriver si effectivement vous avez quelque chose avec un blocage encore plus grand lié à une guerre qui s'étendrait, quoi. Donc on n'est pas dans ce scénario-là, mais par contre, on a bien sûr un effet très négatif de ce choc d'offres, enfin lié au prix du pétrole, qui va jouer à la fois sur la hausse des coûts de production, il y a aussi la difficulté des approvisionnements, mais surtout, effectivement, il y a un choc très négatif sur le pouvoir d'achat des ménages. Bon, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane pour l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.